Ici, on se trouve devant l'ître de Plampasa, qui est situé quelques mètres en dessus de la cabane Brunet. On est au cœur de l'alpage de Cery-Laly. On est au pied des Combins. On voit d'ici le Combin de Corbassière et le Petit Combin. Et cet titre symbolise le travail qui a été fait à partir du début des années 2000 pour restaurer ces bâtiments d'alpage. C'est quelque chose qui avait été pensé il y a bien des années. Dans les années 40 déjà, il y a des consorts qui se souciaient que les bergers puissent avoir un habitat qui soit décent, et ce qui n'était pas le cas. Et ce qui est resté longtemps un petit peu négligé par le consortage. On a toujours privilégié le bien-être des animaux en construisant et en améliorant les étables, et puis les systèmes de soins aux animaux, de traite, etc. Et au début des années 2000, l'Assemblée du consortage, le 6 juin 2002, a approuvé un projet de restauration des Ytres qui portait sur 5 bâtiments principaux à divers étages du pâturage. Le premier, c'est l'ître des Neuves, en dessous de la cabane Brunet. Ensuite, on a l'ître de Pindin, celui de Lachaud, en dessus des écuries de Cery, celui de Proncery et celui des Plans qui est directement au pied du Petit Combin. Ça s'ajoutait aussi quelques travaux sur le bâtiment qui est annexé voisin plutôt des écuries de Cery-Laly. Alors concrètement, il n'y avait vraiment aucun confort dans ces bâtiments. C'était de la terre battue, il y avait juste un petit platelage qui définissait la zone où les gens pouvaient dormir. Ils transportaient leur matelas pour dormir, il y avait une petite zone pour faire du feu. Ce qui nous a motivés, c'était bien sûr d'offrir un abri intéressant avec un minimum de confort pour le personnel, mais de le faire dans le plus grand respect du patrimoine et de l'intégration de ces bâtiments dans le site de l'alpage. On a vraiment pensé à l'utilisation de ces bâtiments pour leur véritable sens, c'est-à-dire abriter les bergers, parce que à ce niveau de l'alpage, il n'y a plus d'écurie pour les vaches. Donc il faut que les bergers aient les moyens de se réchauffer, de s'abriter, tout en restant à proximité du troupeau. En fait, c'est ça le sens. Et à partir de 2003, 2004, on a commencé les travaux sur ces Ytres et ces travaux se sont terminés. Cette première étape de travaux s'est terminée en 2006. Alors moi, j'ai été responsable de l'alpage, enfin président de l'alpage de 2004 à 2011, donc mon mandat il s'est trouvé dans cette période-là. Après, on avait déjà l'idée qu'il y avait encore d'autres bâtiments moins prioritaires. Il y en a 3 ou 4 qui sont utilisés, mais qui sont moins prioritaires et qu'on aimerait restaurer, qu'on aurait voulu restaurer, plus dans l'idée de conservation du patrimoine que dans le besoin immédiat pour l'exploitation. Alors l'alpage de Cery-Laly était constitué au départ de 2 alpages jusqu'en 1927, l'alpage de Cery et l'alpage de Laly. Donc on va dire que l'alpage de Cery c'est plus du côté du Combin, et puis l'alpage de Laly c'était plus du côté du Rogneux, on va dire ça comme ça. En 1927, ces alpages qui souffraient parce qu'il n'y avait pas assez de pâturage pour la charge de bétail qu'il y avait, ont décidé de fusionner, mais de fusionner pas seulement pour mettre ensemble l'alpage du haut, c'est-à-dire à partir d'altitude de 1800 mètres environ, mais pour créer une montagne basse. La montagne basse, c'est l'étape précédant l'alpage à cette époque, c'est-à-dire les hauts Mayens. Donc, ils ont mis en commun les Mayens. C'était une démarche nouvelle, exceptionnelle et unique
en Valais. C'est le premier alpage qui a fait cette démarche d'agrandir l'alpage, les pâturages vers le bas. Donc ils ont mis une commission de taxation, ils ont consulté les gens et puis ils ont mis ensemble leurs moyens, ils ont leur terrain et leur petit chalet et ils ont démonté, quand ils se sont mis d'accord là-dessus, ils ont fait cette fusion, ils ont démonté une partie des chalets, une grande partie des chalets et ils ont construit avec ça les écuries à Plénazeux. Donc ils ont mis en commun les moyens de Plénazeux, du Togne et du Pessot. Ensuite, ils ont construit aussi des écuries pour les génissons au Togne, pour les veaux au Togne-D et même une écurie pour les veaux au Pessot. Ça, c'était en 1928. Donc, ça fait bientôt un siècle que ça s'est passé. Après, ça fait école pour d'autres alpages du Valais qui ont aussi fait la même démarche. Ça donnait la possibilité, d'abord ça agrandissait le territoire, ça rationalisait le travail et ça donnait la possibilité aux paysans de se libérer un mois plus tôt de leur bétail, ce qui fait qu'ils pouvaient garder leur force de travail pour des activités au village, notamment à cette époque. Il y avait un essor pour les petits fruits, les cultures de fraises, de framboises, et ça mettait à disposition la main-d'œuvre familiale pour le faire. Et en même temps, ça c'était un apport, c'était un petit peu d'argent que les gens gagnaient grâce à la vente de ces petits fruits. Donc ça a révolutionné un petit peu le mode de fonctionnement de la saison d'été des paysans de Champ-Sec, de Versegères, Praraillé, enfin la plupart des consorts de l'alpage de Sureuil-la-Live venaient de ces villages. Ce qui fait l'originalité de cet alpage à cette époque, c'était d'avoir fait cette démarche c'était quand même courageux de le faire parce qu'on renonçait à son bien particulier, les gens étaient attachés à ça. Mais l'enjeu, il en valait la peine, quoi. Donc ils l'ont fait et ils ont été suivis aussi après. C'est ça qui est assez nouveau, qui s'est fait de très nouveau ici. Alors maintenant, on a un troupeau qui a une centaine de vaches. Et il y a à côté de ça un troupeau de jeunes bétail qui va dans des endroits un peu moins accessibles et qui font une saison d'un peu plus d'une centaine de jours. En principe, l'INALP se fait au début juin, on va dire entre le 5 et le 10 juin. Et puis il a des Alpes entre le 20 et le 25 septembre. Elles viennent sur le chemin, elles se dirigent ici. Ouais, dans toute la combe là. Merci. Eh, mais ceux sont trop bien. Ça comme la ronde, c'est la ronde. Oh, pas toi. C'est l'Arion. Alors l'Arion, ça il n'y a plus que les fondations. Dégustation du mais il est un peu frais encore. fruit de l'année. C'est AOC ça. C'est le produit local. Oui, petit combat. Petit combat. Sur la lyre. Mais comment ça, elle est pas mal, hein. Ah, là bien. Hein? Elle mûrit. Ouais. Elle prend du corps. Prend du corps. Voilà, alors, suite aux travaux qu'ils ont fait, l'équipe, il y avait Jean-Émile, Louis et tout ça, la réfection de ces huîtres. On les a exploités encore pendant quelques années. Ces huîtres, c'était vraiment fait pour les bergers, pour rester à l'intérieur des bergers. Et puis depuis 2010, on a changé un peu la manière d'exploiter parce qu'on est venu avec un peu plus de bêtes qu'on appelle vulgairement des blanches, avec une traite mobile pour la production laitière. Et on a des huîtres comme l'huître de Pindin qu'on n'a pas abandonné, mais qu'on n'utilisait plus dans le cadre de l'exploitation. Voilà, ça c'est un peu l'histoire de ces huîtres. Les autres, ils sont toujours encore utilisés pour l'exploitation. Il y en a quelques-uns qu'on les loue maintenant. Il y a des gens qui aiment venir passer une nuit, un week-end dans ces... Alors on fait aussi de la location, dont un huître qui est en bas vers la cabane Brunet, de Plan-Pasa. Celui-là, il est loué pendant un mois aux chasseurs. Et il y a quand même, commence à avoir des gens qui s'intéressent à vivre un peu cet agritourisme. Et puis suite à tout ça,
j'ai commencé il y a 6 ans à travailler avec l'Office du tourisme, avec l'ancien directeur, avec Joël Cibot, qui m'a posé la question, est-ce qu'on pourrait faire un truc dans les alpages et tout ça? Et puis là, on est parti avec l'idée de faire un brunch sur l'alpage. Et on a lancé ça. La première année, on s'est tâté un peu, on a trouvé la bonne formule. Deuxième année, ça a bien marché. On faisait tous les mardis. La troisième année, on faisait le mardi et le jeudi. Et puis, il fallait que je trouve un site pour pouvoir accueillir ces gens. Et j'ai utilisé l'Ytre ici de Pindin, qui n'était pas utilisé pour faire ça. Et bon, ben, les années ont passé, puis après, il y a eu les projets du PDR, du Grand Entremont, où il fallait déposer des idées qui touchaient soit l'amélioration au niveau agricole, soit agritourisme et tout ça. Et puis, vu qu'on faisait ces activités de brunch avec l'Office du tourisme, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une buvette dans ce bâtiment qu'on n'utilise plus? Et le projet a été déposé au PDR et a été accepté. Et l'année dernière, on a pu réaliser l'ouverture de cette buvette après moult procédures. Hein. C'est long, hein, je veux dire, c'est pas facile quand on veut lancer un projet comme ça dans la montagne, avec les autorisations, les normes et tout. Et puis voilà, comme ça que la buvette de Pindin est née, aussi dans le cadre du Grand Entremont. Et maintenant, ça fait partie des sites d'agritourisme qui sont en altitude du Grand Entremont. Et on est aussi, c'est la première buvette qui est sur Bagne, on peut dire. Bon, maintenant pas, parce qu'il y en avait avant, mais vu qu'on a fusionné avec Volège, mais c'est la première buvette en altitude d'alpage, où c'est qu'on a fait de l'agritourisme. C'est ici à Pindin. Moi, à l'heure actuelle, je fonctionne un peu comme je suis coprésident et secrétaire. Ça veut dire que je fais un peu de tout. Hein. Je m'occupe, je suis sur l'alpage je viens sur l'alpage depuis 6 ans. Pas à 100%, mais j'étais au départ à 50%, maintenant je vais à 100% vu que je suis à la retraite. Et je m'occupe un peu de tout ce qui est la gestion de l'exploitation quand on est ici. J'ai des collègues qui sont avec moi dans le comité, eux sont encore actifs dans la vie professionnelle, ils sont en bas, ils ont du bétail ici, et je les appelle quand j'ai besoin, mais un peu tous les petits bobos, les petits problèmes de l'alpage, je me retombe dessus, hein, en général, maintenant. Puis pendant quelques années, je me suis occupé des jeunes bétail, hein, d'aller les contrôler, de voir tout fonctionne. À l'heure actuelle, je le fais toujours en collaboration avec 2 bergers qui s'occupent du troupeau des Blanches. Voilà. Et puis autrement, au début de saison, il faut mettre en route la saison, préparer le matériel, hein, ça c'est mon job. Fin de saison, il faut le remiser. Et puis après, il y a tout l'aspect administratif de l'alpage. Plus la buvette qu'on a décidé, avec mon épouse qui est aussi à la retraite, on a dit, on va se mettre les deux, puis on va lancer ça, et puis on verra comment ça marche. L'année dernière, on pensait qu'on allait faire quelques planchettes par jour, et puis voir 2-3 clients acheter une petite boisson et tout, puis finalement, on s'est vite rendu compte que c'est quelque chose qui a une demande, et puis ça a fonctionné fort. Et moi, j'ai déjà été en lien parce que, comme consort, c'est mes ancêtres. Hein. Mon grand-père maternel était un des précurseurs de la montagne basse, hein, ceux qui ont fait en 1928 ce qui existe à l'heure actuelle de l'alpage. Toute la famille, on est tous impliqués ici dedans. Comme dans la famille, on est tous un peu liés. Hein, du côté de Louis, du côté de Jean-Émile, on a tous un lien de famille assez éloigné, mais très proche. Et c'est vraiment un site qui est vraiment... et il y a beaucoup de gens encore qui sont consorts. Moi, j'ai des cousines qui sont consorts de l'alpage, qui n'ont plus du tout de bétail ou qui n'en ont jamais gardé, hein, mais qui gardent ça par patrimoine. Hein. C'est un peu... ouais. Mais j'ai toujours eu un lien. Moi, je suis venu... en culotte courte ici, et puis voilà. C'est un endroit qui est cher, voilà. C'est magique. Magique, hein. Puis c'est le paradis. Hein. Moi, sinon je ne serais jamais venu ici. Hein. À la retraite, je ne viendrais pas me casser la tête. Il y aurait autre chose à faire. Non, mais c'est un endroit qui est... Ouais, c'est ma vie, elle est ici. Hein. La montagne, j'ai pratiqué comme guide de montagne pendant l'été jusqu'à 60 ans. Hein. À 60 ans, j'en avais marre. Hein. J'avais
plus la patience, je pense, des clients et tout ça. Puis j'ai dit, bah voilà, je vais en haut à l'alpage, je suis dans ma montagne, maintenant je grimpe sur mes montagnes ici pour le plaisir. J'ai la paix. Mais j'ai découvert plein de petites montagnes ici autour que j'avais jamais porté les pieds. Toutes les petites crêtes qu'il y a par là autour, j'ai été toutes les faire. Ouais, ici je connais, c'est vrai que, comme il y en a qui disent, tu connais tous les cailloux. Hein. Ouais. Puis alors, on travaillait en consortant. Le mot consortant, c'est facile, se résume à ceci. C'est partager en même sort. Ouais. Partager pour le bien ou pour le moins bien. Ouais. Donc il fallait faire des corvées, on avait des droits et des devoirs. C'est la première notion du consortage. Ces îtres, au moment où ils ont été construits, ils ont été construits par des familles de bail qui construisaient donc des villages en dessous, qui construisaient ça pour venir avec leur bétail l'été, faire leur fromage, séjourner l'été. Oui. Et ils prenaient d'une certaine façon possession d'une partie des pâturages pour leurs petits troupes. Qui n'étaient pas encore désignés comme terres communes. C'est après que mais c'est ça l'origine de ces îtres qu'on a sur notre alpage. Bien sûr, ils ont planté, comme les îtres à Caron, la famille était là, au Grain, il y en avait d'autres, etc. Et quand ils se sont rendus compte que travailler par famille, c'était pas rentable, qu'il fallait libérer des gens pour travailler ailleurs, ils se sont mis ensemble, ils ont coopéré, c'était le premier... D'où le premier consortage. D'où le premier consortage, qui était encore pas réglementé, mais c'était la mise en commun du travail, c'est déjà quelque chose. Mais il y avait déjà ces droits d'herbage qui... les autorités donnaient déjà des zones... Les droits d'herbage que la fédéralité a accepté de laisser aux pauvres, c'était vous allez en haut parce que la montagne ne rend pas grand-chose, donc cela on vous le laisse. Ouais. Et c'est de là qu'est parti l'ensemble, qu'on peut dire l'origine des communes. Mais l'organisation, c'était le consortium. Les bourgeoisies. À peu près est venue la bourgeoisie. Ouais. En 1928, quand la montagne basse a été créée, c'était l'alpage de Sri-Lali, ça tu as déjà raconté, oui. Avec la fusion des deux alpages, etc. En bas, on avait réuni les Mayens, puis c'était pas une petite chose, parce qu'on avait des oppositions fortes se passaient assez juste. C'était l'oncle Oswald Delors. Gustave Delors. Ouais. Et le secrétaire communal Alphonse Fellet, qui était en charge de ce travail. Grand-père d'André. Alors ils sont arrivés à faire passer les choses, si bien qu'à Plénazeux, dans cette zone des Mayens, ils ont construit le chalet qui est actuel. Et puis, il y avait une forme de chambre au-dessus, tout en haut. Et puis, comme on était trop nombreux, les uns dormaient sur l'écurie des vaches, au-dessus des vaches, et puis les autres à la grange à côté où il y a la fosse à pure. Lorsqu'on quittait Plénazeux, on montait à la Cogne, on passait à la Cogne, on laissait manger, puis après on faisait l'étape des Neuves. Et puis de là, sur tout le tour de la montagne, en fait, on travaillait sur 15 déménagements, grosso modo. Ça veut dire qu'on faisait les remointes, les remue-ménages 15 fois. Alors, comme on avait tout ça sur le dos, depuis les salles, la traite, les chaises à traire, tout le fourbi de la préparation du fromage, enfin, tout la chaudière. Alors, il y avait une chaudière qui était la première, c'était la chaudière de Lali. La grande restait à Plénazeux. Chaudière de Lali, elle montait jusqu'à Plampasa. Voilà. Et puis de Plampasa, on prenait l'autre chaudière qui arrivait jusqu'ici. Mais quand elle était ici, on la changeait, c'était celle de Marcel Gilles en 1945. Il la portait sur le dos, et ça c'était dit la chaudière de la Combe, parce qu'on montait en artillerie, on descendait de la Combe, puis l'automne, à la sortie de la Combe, comme on fait maintenant, on la laissait ici, puis on repartait avec l'autre chaudière qui était aux écuries, c'était la tournée faite. Alors les 140 vaches, c'est 100 000 litres de lait, 10 000 litres de kilos de lait qu'on sortait de la Combe, on avait une moyenne de 7,2, c'était beaucoup, mais alors c'était poussé. Hein. Alors qu'est-ce qu'on dit, la montagne très entretenue. Mais tu traînais 140 vaches aussi. Oui, 140 vaches. Quand à l'époque, c'était pas le même. Mais quand ils ont fait cette amélioration, cette fusion de 1928,
l'origine du développement de l'exploitation pastorale, si on peut dire, de notre alpage, peut-être des autres, c'est en 1907, quand le conseiller d'État Troyer nomme une commission cantonale d'inspection des alpages. Le docteur Henri Vouilloux, qui était de 1910, je ne sais pas, je l'ai bien connu, vient avec un Louis Vaudan et puis un Chancel, c'était pas ton grand-père. Mon père, il a fait il a accompagné cette même inspection qui s'est refaite en 1976 voilà. avec un monsieur Porcher. Ils ont fait un bouquin. Alors, en 1907, c'était un monsieur Gendre, ça s'appelait Gendre, G-E-L-D-R-E, de l'Épule de Lausanne, ça existait déjà, qui a fait la tournée, puis il y a un Louis Vaudan du Chable qui l'a accompagné avec un guide, je ne sais plus le nom de l'ourtier, et puis une personne de Chansec, ça devait être un monard, un filet. Ils ont fait la tournée partout. Regardez, c'était à septembre, octobre, quand les vaches descendaient. Ils analysaient la qualité de l'herbage, tout. Les installations, tout. la propreté de la fabrication du lait. Du lait, oui. Voilà. La qualité du lait. Et puis il se trouvait que le rapport final, c'est bien... Maigre. Alors, il était laissé à désirer le genre il y avait une surcharge, il disait il y avait une surcharge de bétail. Deuxièmement, on groupait trop les vaches au même endroit. Troisièmement, il n'y avait pas assez d'eau. On n'avait pas fait des bassins, il faudrait faire des bassins. Il faudrait entretenir la montagne en purinant. C'est pour cette raison qu'en 1909, ils ont construit les écuries de Cerise. Moi, ce que je trouve, ce qui m'a toujours marqué dans cette histoire, c'est que cette visite des alpages a été faite en 1907. Ils ont certainement fait le rapport dans l'hiver qui a suivi. Oui. Et en 1909, les écuries de Cerise ont été construites sur les recommandations de ce rapport. Oui. Et puis, donc, moins de 2 ans après l'établissement du rapport, ils avaient déjà construit les écuries de Cerise. Et puis alors, attends, après construire la route. Non, après, alors parallèlement la construction des écuries de Plénazeux, de Cerise, ont été construites les écuries de Mille. La charpente, tu peux la regarder, elle est totale, elle existe. C'est la même. Elle est tout à fait la même. Tout à fait la même. Alors après, il s'est passé un temps où ça fonctionnait, Cyril Lally, etc., que le Mont-Durand, Torimbe, le Vazevé, le Crin, ils n'étaient pas bien ensemble. Alors après, ils ont commencé à mettre ensemble les alpages. Le Mont-Durand, c'était le plat où il y a le barrage, la Magouille. Le Torimbe, l'Aïa? Non, pas l'Aïa. Après le Crin et le Vazevé. Puis le 28, c'était aussi... Et puis le 28, oui, voilà. Puis après c'est l'alpage de Cyril Lally qui a fait la fusion. Ouais. Ça a porté en 1928. Et alors, il a fallu construire ce chemin, parce qu'avant, il y avait un sentier qui partait de Chansec. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, il y a la fusion des 2 alpages, etc. L'achat des maillens, ils ont construit, ça coûtait 1000 francs par fond, mais il n'y avait pas d'accès sur le haut, ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'équipe, le Swaldegard compagnie, enfin, pour citer mon oncle, bien d'autres, les militants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on ne va pas commencer à ouvrir un chemin depuis en bas, on ne le finira jamais. On commence aux écuries de Cerise, après tout, on sera obligé de le finir à la Sasse. Dès lors, ils ont commencé le chemin depuis Cerise jusqu'en bas. Moi, grand-papa, il m'avait expliqué, il m'a dit, tu sauras, quand tu commences quelque chose depuis le haut, tu es sûr d'arriver au bout, et puis c'est plus facile de pousser en bas les matériaux que les pousser en haut. Alors, ils ont construit les écuries, et puis ils ont ouvert ce chemin qui a duré plusieurs années, tout au prix qu'à l'appel. Et puis on les plats des écuries. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher les fromages au grenier, on est monté avec les charrettes et les chevaux. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, toute la production, elle était à Plénazeux, puis après elle était au grenier, on est chercher les fromages, la production au grenier. Pourquoi on montait la nuit? Ils arrivaient la nuit, moi je me rappelle, ils arrivaient la nuit en haut, on n'avait pas une petite lampe, rien du tout. On chargeait de nuit, surtout à la fraîcheur du matin, pour arriver au plat de la Sasse assez tôt pour pas que les fromages passent en cannelle. En 1959, ils ont créé, ils ont
construit la centrale laitière de Champsec. Pour construire la laiterie de Champsec, pour la situer à Champsec, il a fallu l'assentiment des consorts des autres laiteries de Pareillé, de Versegère, des Places et Champsec. Et de la Montaut. Et de la Montaut. Alors ça a été une réunion de tous ces producteurs. Ils ont construit la laiterie et dès lors, tous les laits étaient fabriqués là et puis ils ont fabriqué le lait de Plénazeux et des Hauts. Parce qu'on a construit un pipeline qui faisait 8 km environ du lieu de Champsec, du lieu de la laiterie actuelle, jusqu'à la Chaux. Et alors on a choisi un pipeline qui avait, avec précision, 1 cm de diamètre, parce qu'on ne peut pas descendre le lait en quantité, parce qu'il tourne dans la conduite et puis il se gâte. Alors il a fallu choisir le bon diamètre pour que le lait ne tourne pas, mais qui agit par pression depuis derrière. Alors quand on était ici à la Chaux, qu'on remplissait, enfin on faisait la traite, qu'on lâchait la traite de la Chaux à Champsec, le lait était tout dans le pipeline. Quand on l'ouvrait en bas, une éponge arrivait au début du pipeline avec un peu d'eau, puis une deuxième éponge arrivait et c'était le lait. Et ici, la chaudière se vidait, les bacs à lait se vidaient, puis après on remettait de l'eau avec deux éponges pour nettoyer la conduite. Et dès lors, on a fabriqué le lait de la montagne à Champsec et l'Office fédéral de l'agriculture, il n'y a pas si longtemps, quelques années en arrière, ont pris la décision de stipuler, enfin d'acter, le lait d'alpage, c'est celui qui se fabrique sur l'alpage, et nous on a perdu la notion du fromage d'alpage à Champsec, parce que c'était un lait de montagne, mais pas le lait d'alpage. Alors moi je serais bien heureux que si maintenant ils arrivent à refabriquer à Plénazeux, parce qu'on pourrait remettre en route la notion l'appellation de droit d'alpage. Et ça c'est le FAG. Alors le FAG, ils ont fait moi je m'étais battu avec eux. J'ai dit mais vous êtes quand même fou, nom de bleu. Si je suis l'histoire, je suis en histoire, je disais, on avait des huîtres, on fabriquait sur place, on avait du fromage d'alpage. Ensuite la matière première, c'est toujours du lait d'alpage qu'on mène à Champsec. Et ça ne suffit pas comme déterminant d'appeler fromage d'alpage le lait d'alpage. J'ai dit mais c'est à cause de vous. Vous nous avez obligés à faire une laiterie. Vous avez obligé de réunir les laiteries, puis maintenant on le punit. Voilà. Alors il était monté à venir un jour. Ce que je veux préciser sur juste le phénomène de conduire le lait de l'alpage jusqu'au village, quand on envoyait le lait ici, alors ils avaient, évidemment il n'y avait pas des communications sans fil, il y a tout le long de ce tuyau qui allait de la Chaude-Serie, donc à 2300 et quelques mètres d'altitude, jusqu'à Champsec à 900 mètres, le tuyau était suivi par un fil de téléphone. Un fil de téléphone, oui. Et quand le berger envoyait le lait, il avertissait. Moi j'ai été à la laiterie à Champsec qui entendait sonner. Oui. Il avertissait le fromager qui était en bas que le lait partait. Départ du lait. Et on savait que quand il était au point le plus haut, c'est-à-dire à la Chaux ici, il mettait 1h30 pour arriver. Et toute la production était contenue dans le pipeline. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui a conduit à l'abandon de ça, c'est pas que le système n'était pas bon, parce que le lait, il souffrait pas, il souffrait peu de ce transport. C'est la qualité du terrain. En dessus de Champsec, curieusement, le dernier bout, entre Plénazeux et Champsec, le terrain n'était pas très stable. Et puis ça cassait les tuyaux, ça pliait les tuyaux, ce qui faisait qu'on avait des pertes de lait, mais ce n'était pas un problème de qualité. Et puis après, on est venu au système de monter avec la Jeep, le véhicule en 1985. 85 avec le véhicule des bergers qui servait pour les transports dans l'alpage et puis qui conduit le lait tous les jours en bas à la... Alors moi je suis très attaché à cet endroit parce que justement des fois quand on revient sur les archives, on voit des noms qui ont mis leur petite pierre à l'édifice, qui sont nos ancêtres directs. Ça crée un lien. Et puis c'est un endroit qu'on a fréquenté depuis toujours, depuis notre
tendre enfance, on est venu ici, on a amené notre bétail, on est monté à pied avec les vaches à l'alpage pour l'Inalp, on venait les voir l'été. On attendait le moment de la Désalpes au village, de voir descendre ce troupeau fleuri. Et il y avait chaque fois cet esprit de fête qu'on a vécu. Et puis quand on regarde un petit peu le travail qu'ont fait les gens, les renoncements auxquels ils ont dû faire face pour essayer d'améliorer tout ça, notre devoir naturel, mais il n'y a pas besoin d'effort pour ça, c'est de continuer ce travail pour pouvoir transmettre quelque chose d'aussi bien, voire même de meilleur que ce qu'on a reçu.